Bonjour, bonjour tout le monde. Le sourire aux lèvres aujourd'hui encore, parce que nous faisons du français. Quand nous faisons du français, je veux dire comme les élèves disaient autrefois quand j'entrais en classe, « Yeah, on fait du français aujourd'hui! » Ah, c'est intéressant. C'est intéressant de faire du français quand on a affaire à des bons élèves. Alors, comme vous, bien entendu, vous êtes tous présents, fidèles à votre émission. Vous êtes rendus à la 31e. Oh là là! 31e émission, ce qui signifie qu'en réalité, ce n'est pas un cadeau. 30 émissions de passé à l'heure actuelle. Non, bien non, pas du tout. C'est la 29e. Il me semblait qu'on avait sauté 2 émissions. Je voyais derrière ici le numéro 30. Je pensais que c'était 31e. 29e émission. Alors, la 29e, elle est une émission également. Oh, je vais faire un petit peu comme je disais toujours aux élèves quand j'entrais en classe. Aujourd'hui, il y a une matière extrêmement importante qu'on va voir et qu'on va comprendre. C'est tellement important que je vous demande d'être bien attentif, puis être actif également à l'intérieur du cours parce que c'est excessivement important. La semaine suivante, ou le jour suivant, je leur disais, bonjour. Aujourd'hui, on a un point extrêmement précieux. Aujourd'hui, là, si vous comprenez ça, là, et jour après jour, on aurait dit que c'était toujours extrêmement important. Mais qu'est-ce que je faisais? J'éliminais les choses qui sont secondaires. Les choses secondaires, il ne faut pas que ça nous vienne toujours dans les jambes, et ça vienne nous enfarger, et ça vienne même nous décourager. Pas du tout. Je vais vous dire, quand j'ai fait l'enregistrement de la leçon de la précédente, nous avions parlé d'une façon assez claire, il y a 15 jours, nous avions parlé d'une façon assez claire, assez précise, au sujet de nos jeunes qui sont souvent des décrocheurs. Vous vous souvenez de cette expression où on avait parlé qu'on était blasé, on était comme décroché de la réalité. Et je me souviens que le caméraman était venu me rencontrer après et il me disait, « Marcel, ce que tu as dit là, c'est tellement vrai. » J'ai dit, « Comment ça? » Il me répond ceci, « Moi, je connais des amis. » Et il me raconte un peu quelques petites aventures comme ça, où des amis avaient décroché. Des amis qui n'avaient pas la bosse du français, qui avaient la bosse des mathématiques, mais qui n'avaient pas la bosse du français. Ils avaient décroché malgré qu'ils soient très bons en mathématiques, règle générale. Le français, ils ne le comprenaient pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ne comprenant pas ces problèmes, l'individu ne comprenait pas les données qui lui étaient présentées et il échouait souvent dans des problèmes de mathématiques. Et je comprends que le pauvre individu a pu se décourager. Et ce que ce caméraman me disait, c'est très, très vrai. Il y en a qui ont la bosse des mathématiques, il y en a qui ont la bosse du français, mais il y en a qui, en travaillant, en comprenant plutôt qu'en apprenant, ils vont venir qu'à comprendre avec beaucoup de facilité la compréhension, cette compréhension du français. Le français qui est d'une simplicité c'est là. Si nous nous arrêtons aux éléments que nous utilisons. Et les éléments, ce sont quoi? Ces éléments, ce sont les mots. Et quand je parle de cette grammaire expliquée que je vous donne, que je vous laisse entre les mains, que je vous explique régulièrement au tableau, cette grammaire expliquée, elle est là d'une façon très simple. Vous allez peut-être me dire, mais il y en a d'autres grammaires, Marcel, qui existent sur le marché. Vous voulez savoir s'il y a d'autres grammaires qui existent sur le marché? Regardez bien, je glisse ceci, tiens, venons avec moi, baissons légèrement la caméra et regardez. Est-ce que j'en ai des grammaires? Est-ce que j'en ai des exercices, des dictionnaires? Tiens,
Et pourtant, je connais un peu mon français. Mais regardez, la grammaire de Becherel, certainement. Il y a des notions particulières que je peux aller chercher là, à travers toutes les explications et les énumérations, et tous les exemples et toutes les exceptions qu'on y apporte. Je peux aller chercher chez Becherel la grammaire. Certainement, vous allez dire, mais Marcel, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de faire de la publicité pour les grammaires Becherel et autres. Bien, écoutez, la grammaire Grévis, je l'ai. Je l'ai consultée. J'ai travaillé dans ces grammaires-là tant et aussi longtemps que je n'ai pas composé ma grammaire. Et j'ai retrouvé ici toutes sortes d'informations. Et je ne dis pas qu'elles ne sont pas complètes. Elles sont très complètes. Mais il reste une chose, c'est que souvent, il y a une certaine aridité. Ça dépend toujours de l'individu, ce qu'il veut faire avec l'outil qu'il se procure. Il se procure un outil, si c'est un spécialiste, il va aller chercher l'outil qui va être le plus performant. Le plus performant qui va former, qui va donner le plus de performance. Bon, cet outil-là, il va être très perfectionné. Je suis totalement d'accord. Si je suis un individu qui travaille en menuiserie et qui n'est pas tellement habitué à travailler en menuiserie, est-ce que je vais m'acheter une fraiseuse pour faire des contours de meubles et tout ça? Une fraiseuse, c'est pas pour faire des fraises, hein? Une fraiseuse. Alors, vous comprenez, une fraiseuse pour faire les côtés, faire peut-être des petites courbes, des petites incurvations, quoi, des petites courbes à l'intérieur de notre bois et faire les coins en rond. Alors, on a des outils qui sont perfectionnés pour quelqu'un qui est très connaissant et qui veut aller beaucoup plus loin. Vous avez ici le guide de Roger Hébert, certainement, le guide de Roger Hébert. J'ai ici la grammaire du français actuel, certainement. J'ai ici la grammaire française de Grillière. J'ai la grammaire ici de Roger Gob et Tordoir. J'ai la nouvelle grammaire ici de la grammaire M. Langelier. Ben oui, j'ai toutes ces grammaires-là. Et j'ai également la grammaire que j'appelle la grammaire expliquée. Et c'est là que tout dépend. Si je m'adresse à quelqu'un qui veut aller dans un grand perfectionnement et qui veut se perfectionner et pousser très loin ses connaissances de la langue française, bien à ce moment-là, il devra peut-être aller fouiller également dans celle-là pour bien comprendre ses éléments de base et par la suite, s'en venir à quoi? S'en venir à du perfectionnement avec beaucoup plus de précision. Et je n'ai rien contre la grammaire française de Roger Gob, mais pas du tout. Je suis en faveur du perfectionnement. Et ne vous gênez pas, allez-y dans le perfectionnement. Toutes ces grammaires-là sont toutes véritables et elles ne comptent pas de fausseté. Il n'y a pas de fausseté à l'intérieur. Mais il reste une chose, c'est qu'il y a des grammaires qui, parfois, dans toutes celles-là, se retrouvent avec tellement d'explications que l'individu a tendance à se décourager. Et si j'ai affaire à quelqu'un qui a tendance à se décourager, bien, je vous dirais plutôt, essayez de regarder là où vous aurez l'explication simple et claire et précise, mais concise également. À ce moment-là, bien, je vous ferai la suggestion d'aller dans les librairies et d'aller vous chercher la grammaire expliquée avec Marcel. On a même mis ici ma photo pour me reconnaître, pour dire « Ah, c'est lui, ça, le jeune prof, là, le jeune prof qui passe à la télévision à l'occasion sur notre écran. Ah, c'est lui, ça! Ah, mon Dieu! Et il y a de l'air jeune, vrai? Hein? Puis on le regarde, c'est vrai qu'il est jeune. Jeune de caractère, jeune de cœur, jeune d'esprit, jeune d'âme, et puis, bien, pour le reste, chronologiquement parlant, un beau petit 60 et quelques, et on est encore en pleine forme. Alors, ce qu'il faut, mes amis, c'est du cœur à l'ouvrage, du cœur au travail, et pour ceux qui ont de la difficulté, allez aux librairies, allez chercher
à Beauchemin, chez les éditions Beauchemin, la grammaire expliquée, votre cahier d'exercice et votre corrigé. Vous avez par exemple ici un exemple de la ponctuation. Il sera question, c'est juste pour le montrer là, ce sera question de placer la ponctuation dans ce texte-là. Et à la fin, dans votre corrigé, vous aurez le texte avec toute la ponctuation disposée. Alors, on va se lancer véritablement dans notre information sur la ponctuation, puisque cette leçon aujourd'hui traite de la ponctuation d'une façon particulière. Et on passe à travers toutes les principales ponctuations que nous connaissons. Par exemple, le point, la virgule. Et c'est important parce que si vous placez une virgule à un endroit ou si vous la retirez, vous changez peut-être le sens de la phrase. Nous aurons l'occasion tantôt de constater cela. Et alors, il est important de savoir à quel moment nous utilisons la ponctuation. Mais avant de commencer, vous voyez tout juste au bout de votre écran ici, alors vous remarquez que, et je le place, c'est que n'oubliez pas ce que nous disions il y a quelques mois. Et c'est très important, c'est toujours la base de notre travail que nous faisons, que nous réalisons maintenant. C'est que le bon sens est à la base de notre compréhension de français expliqué. C'est le français expliqué. On dit la grammaire expliquée, mais c'est le français que j'explique à l'intérieur et que je confine dans ce qu'on appelle la grammaire. Et l'autre item, tout en le laissant là, vous voyez la logique. Et la logique, c'est tout simplement ce qui est normal. Nous devons penser de façon logique. De façon logique. Et non pas de façon illogique. Il qui veut dire qui n'est pas logique. Alors, bon sens et logique, deux points importants sur lesquels nous devons attacher une grande importance. Et maintenant, nous allons à ce que nous appellerons maintenant la ponctuation, où nous traiterons au milieu de la page le point. Et le point, qu'est-ce que c'est que le point? C'est une pause. Il indique une pause prolongée. Prolongée dans une lecture orale. Et s'emploie après une phrase entièrement terminée. Après tout mot écrit en abrégé, on utilise aussi le point. Alors, lorsque on dit une phrase entièrement terminée, alors venez avec moi maintenant et n'oubliez pas que notre petit coup, en frappant sur le clou, nous réglons nos problèmes et nous avançons notre connaissance. Alors, le petit clou, on le rentre et à la fin, tout sera terminé, soyez-en sûrs. Arrivons avec le point. Savez-vous qu'est-ce que les élèves nous disent parfois? Ils vont composer. Et en composant, ils vont nous dire ceci. Moi, j'ai écrit et j'ai mis un point après une phrase. Bon, on va commencer comme ceci. Après avoir terminé mon travail, point, je me suis reposé. Point. Très souvent, nous nous retrouvons avec des élèves qui nous disent ça. Ils nous disent, après avoir terminé mon travail, point. Alors, quand tu as terminé ton idée est bien complétée, mets un point. Lui, l'élève met un point là. Voyez tout de suite que ce n'est pas normal de placer un point ici, parce que l'idée n'est pas complétée quand on dit « après avoir terminé ton travail ». Mais qu'est-ce qui va arriver là? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, il n'y a rien de dit là. Il n'y a rien, je cherche, je ne trouve rien. Il ne faut pas mettre de point ici parce que l'idée n'est pas complétée. Alors, après avoir terminé mon travail, virgule, je, et là, on va dire un je comme ça. Je me suis reposé. Ah, là, j'ai la phrase complète. Là, ça signifie que je me suis reposé
après avoir terminé mon travail. Une belle petite phrase toute simple. Après avoir terminé mon travail, virgule, je me suis reposé. Point. Je mets le point à la toute fin, là l'idée est terminée. Mais si je ne termine pas mon idée et je mets un point après le mot travail, après avoir terminé mon travail, point. L'autre va dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est vrai, c'est ça qui est important, puis je ne le dis pas. Je me suis reposé, point. Donc, on appelle ça ici une inversion. Et remarquez, on met une virgule. Et pourquoi a-t-on mis une virgule? Parce qu'il y a une inversion. Alors, s'il y a une inversion, ça veut dire qu'à ce moment-là, la virgule va séparer cette inversion avec la phrase qui continue après. Alors, je me suis reposé après avoir terminé mon travail. Point. Et là, c'est normal. Alors, je peux renverser et la remettre en ordre avec le sujet « je » qui commence la phrase, « me suis reposé après avoir terminé mon travail, point. » Et là, je mets le point. Et remarquez que ici, avez-vous remarqué, je n'ai pas mis de virgule ici? Je n'ai pas mis de virgule. Mais pourquoi y en a-t-il une ici, puis il n'y en a pas ici? Vous allez peut-être me dire, est-ce que c'est une loi? Bien, servez-vous là de votre oreille. Servez-vous de votre jugement. Et vous allez comprendre que quand je dis « je me suis reposé après avoir terminé mon travail », c'est naturel et la phrase n'est pas tellement longue qu'elle nous permet quand même de la dire au complet avec le point à la fin. Mais pourquoi en ai-je mis une ici, virgule? Parce que j'avais une inversion. Quand j'ai une inversion, je pose une virgule. On le verra tantôt avec l'usage de la virgule. Alors, vous voyez tout de suite, le point vient lorsqu'il y a une idée, que notre idée complète a été exprimée. À ce moment-là, nous posons le point, tout simplement. Il arrivera qu'à l'occasion, on aura des expressions comme par exemple ceci. Pas de surprise. Pas de surprise. Point. Pas de surprise. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire il n'y a pas de surprise actuellement. Ne vous attendez pas à une surprise quelconque. Pas de surprise. Alors, pas de surprise avec un point, et il n'y a même pas de verbe. C'est que c'est sous-entendu à ce moment-là. Ça veut dire, il n'y a pas de surprise. Qu'est-ce qu'on fait en agissant ainsi? Pas de verbe à l'intérieur. C'est qu'on dit habituellement qu'une phrase est une phrase complète quand il y a un verbe. Mais à l'occasion, nous aurons un verbe qui va être sous-entendu. Alors, un verbe qui sera sous-entendu, on appellera ça une ellipse, quand il y aura quelque chose de sous-entendu. Alors, pas de surprise, point. Et c'est tout à fait normal. On va accepter quand même que le point viendra, et ça veut dire il n'y a pas eu de surprise. C'est tout simplement le sens que nous donnons à cela. Voilà. Allons maintenant à la virgule. La virgule. La fameuse virgule. La virgule, elle est intéressante à utiliser. D'abord, elle est très, très pratique. Et tellement pratique que j'aimais donc, moi, de temps en temps, prendre des textes de mes élèves et lire le texte d'un élève. Et quand un élève écrivait 1, 2, 3, 4, 5 lignes au complet, avec un point à la fin, j'essayais de prendre mon respire. Puis là, je me disais, attention, on part. Attachez vos tucs, on part. Et là, je commençais et je lisais à pleine vitesse ma deuxième phrase, ma troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne. Et puis, je perdais de souffle. Pour quelle raison? On ne m'avait pas, les cruels d'élèves ne m'avaient pas donné la possibilité, à l'occasion, de mettre une virgule pour séparer un peu l'idée qu'ils exprimaient.
On ne me favorisait pas d'un respire à un moment. Ah, c'était cruel, ça. M'en voulait-on? Peut-être pas. Mais petit à petit, on a réalisé qu'en raccourcissant nos phrases, en ne faisant que des phrases d'une ligne ou une ligne et demie, on pouvait à l'occasion mettre une petite virgule. Et c'était bon pour un petit respire. Et quand nous lisions en faisant un petit arrêt, la moitié du point. Si nous arrêtons au point en comptant peut-être 1, 2, 3, et on continue. À ce moment-là, à la virgule, nous allons arrêter peut-être à 1, entre 1 et 2. Alors nous faisons un petit arrêt et cette virgule sert aussi bien pour la compréhension de la phrase que pour permettre au lecteur d'aller prendre un petit respire. Il faut avoir pitié de nos lecteurs, autrement, personne ne nous lira. Hein? Alors, ayons pitié de nos lecteurs et mettons les virgules. Mais à quelle place doivent aller les virgules? Oh, les virgules, on doit les placer à l'occasion, par exemple, et ça, toutes les grammaires le donnent, ça. Ça, là, vous avez ça dans toutes les grammaires. Alors, dans les grammaires, on va vous dire, par exemple, que lorsqu'on veut séparer des éléments de même nature, par exemple, on va dire les hommes, virgule, les femmes, virgule, les enfants, et même les chiens domestiques pouvaient participer ou voyager avec nous. Alors nous partions tous ensemble. Les hommes, virgule. Les femmes, virgule. Un nom ici. Un autre nom ici. Les enfants, un autre nom. Les chiens, un autre nom. Mais quand on nomme le dernier élément qui est ici, les chiens, alors on a mis la virgule entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, et entre le troisième et le dernier, là, à ce moment-là, si vous dites le « et », règle générale, nous ne mettrons pas de virgule. Nous allons éliminer la virgule. Et en éliminant la virgule, vous allez remplacer ça par une conjonction, le « et », qui va unir tous ces éléments-là ensemble. Même les derniers, les chiens, vont être réunis aux hommes, aux femmes et aux enfants. Et même les chiens. Et remplacera la virgule. C'est évident que des auteurs se permettent se donnent des libertés. Si vous prenez à l'occasion certains livres, et comme on regardera à l'occasion dans les difficultés du français, vous retrouverez à virgule à l'occasion, vous allez regarder et on va dire que certains auteurs français, ici, mettaient à l'occasion la virgule. Ils emploient la virgule devant le « et ». Alors que la règle générale, c'est que devant le « et », on ne met pas de virgule. Règle générale. Mais certains auteurs se donnent des permissions. Ils se donnent des laissez-passer, des passe-droits. Je sais pas, ça a peut-être l'air un petit peu supérieur. Avec la réputation qu'on a, on se permet d'aller à côté de la règle générale. N'écoutons pas là, ces cas particuliers, prenons les cas généraux, puisque dans la grammaire expliquée, je donne tous les cas très généraux. Alors, devant le « et », je ne mets pas de virgule, bien entendu. On va mettre une virgule également, j'ai dit tantôt, lorsqu'il est question d'une inversion. Alors, dans une inversion, il peut y avoir un membre de phrase, mais ça peut être juste un mot aussi. Ça peut être juste un mot. On va dire, par exemple, ou un mot, deux mots comme ceci, le soir, virgule, auprès du feu, virgule, nous nous rassemblions en chantant des airs de folklore. Le soir, virgule, auprès du feu, virgule, nous nous rassemblions. Nous nous rassemblions. Qu'est-ce que j'ai à ce moment-là? Nous nous rassemblions, etc. Le sujet de rassemblions, c'est nous qui est ici. Normalement, on devrait commencer
par un sujet, un verbe et un complément. Mais qu'est-ce que je fais quand je dis le soir? J'indique le temps. Donc, c'est un complément de temps, un complément qui indique le temps. Auprès du feu, c'est à quel endroit ça? Où ça? C'est un complément qui indique le lieu. Alors, quand j'ai des compléments qui viennent se placer à l'avant du sujet, j'appelle ça une inversion. Et à chaque fois que vous avez une inversion, mettez une virgule pour séparer du sujet qui vient ensuite. Si ça avait été « le soir, nous nous rassemblions » et on avait enlevé ceci, alors le soir, virgule, nous nous rassemblions. Si on dit « le soir, c'est un temps », au coin du feu, auprès du feu, avec un trait d'union, avec un AUPR accent grave S, là. Ou bien au coin du feu, si vous aimez mieux, au coin du feu. Il me semble que c'est plus chaleureux dans ce temps-là, au coin du feu. Alors ça, c'est l'endroit, ça. Donc, c'est un autre complément. Alors, le soir, virgule, pour séparer les deux compléments. Et lui, ici, il sépare le sujet avec son complément par inversion. Et c'est pour cette raison que nous utilisons la virgule. La virgule également peut servir dans bien d'autres cas. Je vais vous donner un petit exemple en me servant de tout simplement ce que je dis ici au sujet de cette virgule. Vous allez voir, on va en donner rapidement quelques-uns parce qu'on est tout près du milieu. Quand on va donner des mots en apostrophe, par exemple, on va dire ceci: Pierre monte. Pierre monte ici. Bon. Pierre, virgule, monte ici. Qu'est-ce que je fais? J'apostrophe. J'apostrophe Pierre à ce moment-là. Et quand Pierre est apostrophé, je le sépare par une virgule. C'est tellement important que si j'enlève la virgule, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. Pierre monte ici. Et le verbe monter, il est le verbe ici. Et qu'est-ce qui fait l'action de monter? C'est Pierre. Donc, il monte. Alors, ici, monte ici. Alors, c'est quoi ça à ce moment-là? C'est le verbe avec son sujet, Pierre. Et c'est un verbe à l'indicatif. Tandis que quand je mets la virgule, il devient un verbe à l'impératif. Voyez tout de suite la différence, là? Et c'est la même chose que si je dis, j'avais donné déjà un exemple. J'avais donné un exemple où je montrais qu'il y avait une façon, on changeait complètement le sens, et dans le cahier d'exercice, l'exemple est donné. Alors, un exemple où, en enlevant la virgule, on change complètement le sens. Alors, je vais dire, par exemple, comme je l'avais dit ici tantôt, je reprends le mot Pierre avant d'arrêter, et je dis « prends ton temps ». Point. Pierre, virgule, prends ton temps. Qu'est-ce que je fais quand je dis « Pierre, prends ton temps ». Je lui donne un ordre. Enlevez maintenant la virgule. Je ne pourrai pas dire « Pierre, prends ton temps ». Je vais dire « Pierre, prends son temps ». Mais quand je dis « prends son temps », qu'est-ce qui arrive pour le mot « prends »? Je suis obligé d'enlever le « s » parce que c'est un verbe à la troisième personne et non pas un impératif à la deuxième. Voyez? Et le verbe « prend », P-R-E-N-D. C'est ça. Alors, Pierre, prends ton temps. Trait d'union, virgule plutôt, prends, P-R-E-N-D-S, ton temps. Alors, quand il y a un impératif, on va avoir un S. Il y a une virgule ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un mot en apostrophe. La même chose quand on avait un mot en apposition. Maisonneuve, souvenez-vous, fondateur de Montréal, virgule. La virgule vient pour séparer quoi? Elle vient pour séparer tout simplement les mots en apposition. Mot en apposition ici, mot en apostrophe ici. Ah, c'est un petit peu ce que nous retrouvons dans ces principales lois de la virgule qui sert pour nous permettre d'abord un petit repos. Pierre, prends ton temps. Alors à ce moment-là, on utilise la virgule dans ce cas-là, tout simplement. Et on va peut-être s'arrêter un instant
pour passer à quelques petites informations. Et je vais vous donner tout simplement la petite information où on dit, par exemple, à l'occasion que l'individu payait en monnaie de singe. C'est une expression, il paye en monnaie de singe. Quand quelqu'un paie en monnaie de singe, savez-vous qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que l'individu, pour payer, il se charge de faire des petites farces, des petites folies. Et il déride l'auditoire et c'est un petit peu la manière de dire, un peu comme quelqu'un qui va dans un restaurant. Et quand quelqu'un s'en va dans un restaurant puis qu'il dit « Ah, mais j'aurai pas assez d'argent pour payer mon repas. Ah, mais je vais aller laver la vaisselle après. Alors, je m'en vais aller laver la vaisselle pour payer mon repas. » Alors, l'individu qui paye en monnaie de singe, c'est qu'au 12e siècle, le roi Louis XII fait une loi pour favoriser les saltimbanques. Et les saltimbanques allaient un peu partout faire des petites démonstrations. Et quand ils passaient dans les routes de péage, aux routes de péage, il fallait payer. C'était des routes de péage. Il y en existait des routes de péage dans le temps. Alors, quand il arrivait là, l'autre répondait « On n'a rien à payer. » Rien à payer. Alors, comme on n'a rien à payer, alors qu'ils avaient souvent un petit singe, alors il disait au singe « Fais-lui maintenant une petite démonstration. » Alors, il faisait une démonstration à l'individu qui était là, le percepteur, et après sa démonstration, il avait payé par des farces, des petites singeries. J'ai trouvé le mot, des singeries. Vous savez ce que c'est que des singeries? Fais pas le singe qu'ils disent, là. Ça veut dire, fais pas de petites singeries, des choses que le singe va faire, des petites farces. Vous savez que quand vous allez dans un zoo, l'endroit où il y a le plus de monde, c'est souvent là où sont les singes. Pour quelle raison? Parce que les singeries que les singes font, souvent c'est comique quand même. C'est comique. Et ils sont habiles. Alors, quand ils passaient à la route de péage, qu'est-ce que faisait le saltimbanque? Il disait à son singe, « Ah ouais, vas-y, fais ton petit numéro. » Alors, il payait en monnaie de singe pour avoir le droit de passer. Alors, c'est un peu ça qu'on veut dire quand on dit, par exemple, là, le type, il nous a payé en monnaie de singe. Mais quand il paie en monnaie de singe, ça veut dire qu'il fait son petit numéro, quoi, et puis il compense pour l'argent qu'il n'a pas. Alors, c'est un peu comme l'individu qui a mangé et qui n'a pas pu payer. Bien, il va aller laver la vaisselle pour payer au moins son repas. Alors, on dit ça souvent, hein? Ah bien là, si je ne peux pas, là, je vais aller laver la vaisselle pour au moins payer mon repas. Alors, c'est une manière de dire. Et voilà, tout simplement, une petite digression, quoi, qui nous permet de relaxer un peu en pensant que la ponctuation est un point extrêmement important. C'est un point, c'est une virgule aussi, très extrêmement importante aussi. La virgule est bien importante. La virgule est importante, par exemple, lorsqu'on va dire, je vois ici, des propositions incises. Ça veut dire elles sont inscrites à l'intérieur. On va dire ceci. Donne-moi, virgule, dit ce peuple, virgule. Donne-moi, dit ce peuple, un roi qui se remue de grâce. Donne-moi un roi qui se remue. Mais donne-moi, qui c'est qui dit ça? Dit ce peuple. Il demande d'avoir un roi qui se remue. Il faut qu'il y ait de l'activité. Alors, dit ce peuple, c'est une proposition qu'on appelle incise. Incise, ça veut dire, elle est inscrite à l'intérieur de la phrase. Donne-moi un roi qui se remue, donne-moi, virgule, dit ce peuple. C'est ce qu'on appelle une proposition incise. Quand on a deux propositions aussi de même nature, souvenez, l'autre jour, nous avions parlé, le chasseur vise le lièvre. On se cache, là, hein? Vous voyez, le caméraman peut bien se cacher. Le chasseur vise le lièvre, virgule, il l'attrape. Paf! Il l'attrape. Alors, le chasseur vise le lièvre, virgule, il l'attrape, point. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai séparé deux propositions indépendantes par une virgule. Ce qui veut dire que j'aurais pu dire « le chasseur vise le lièvre, point ». Le chasseur attrape le lièvre, point. Mais je mets la virgule pour unir deux petites propositions qui ne sont pas longues et qui sont deux propositions de même nature. Alors, tous des petits exemples très, très simples. Très, très simples. Quand on dit, par exemple, on sépare des attributs du sujet. Par exemple, tout semblait simple, virgule, facile, virgule, aisé, point. Tout semblait simple, facile, aisé. Quand ça? Quand je regardais ma grand-mère expliquer, tout semblait simple, facile, aisé. Parce que c'est tellement expliqué dans la simplicité, avec les mots de tous les jours. Alors, on a des virgules à ce moment-là pour séparer des mots de même nature. Deux adjectifs, trois adjectifs. Nous les séparons par une virgule. Ainsi de suite. Alors, on peut remplacer même un mot sous-entendu. On va dire « Mon père est ingénieur, point virgule. Ma mère, virgule, architecte. » Ça veut dire « Mon père est ingénieur, ma mère est architecte. » Alors, ma mère, virgule, architecte. La virgule remplace le même verbe qu'on aurait voulu nommer, qu'on n'aura pas répété. On ne répétera pas le même verbe. On va mettre la virgule, puis on va la remplacer. À quel moment que vous reconnaissez tout ça? C'est lorsque vous lisez. Lorsque vous lisez, on va avoir l'occasion, dans la prochaine leçon, de parler de la lecture. C'est très, très, très important de parler de la lecture. Et dans la lecture, nous retrouvons toutes ces lois à l'intérieur d'un texte. Alors, ce sera précieux. Parlons maintenant du point-virgule. Le point-virgule, c'est un arrêt moins important que le point. C'est parce qu'on va mettre un point-virgule, parce que ce qui va suivre après va dépendre exactement de ce qu'on vient de dire avant. Marcel, veux-tu répéter ce que tu viens de dire là? Je n'ai pas trop saisi. D'accord. Écoutez, Hélène, Francine, madame, monsieur, je répète. Quand j'utilise le point-virgule, un point avec une virgule en dessous, pas avec un point puis une virgule à côté, comme des fois des élèves, en arrivant en secondaire 1, m'arrivaient des fois avec un point-virgule, un point puis une virgule à côté. Mais non, le point-virgule, c'est le point en haut, la virgule en dessous. Les deux sont comme ça. Sont comme ça. Pas comme ça de côté, comme ça. Alors, point-virgule, c'est lorsque on a expliqué quelque chose, puis on veut peut-être apporter un petit peu un résultat de quelque chose qui tient exactement à ce qui a été dit. Alors, à ce moment-là, on va dire point-virgule. Et là, je vous apporte une belle petite phrase. Ah, celle-là, là, savoureuse, savoureuse. Écoutez-la. Écoutez-la, ça vaut la peine. Avertissez vos frères, vos sœurs qui sont dans la maison, là. Vite, viens écouter ça. L'exemple. Un écureuil a écorché les branches du bouleau. Point-virgule. Une odeur de miel vient de descendre. Un écureuil a écorché les branches du bouleau. Point-virgule. Une odeur de miel vient de descendre. Le résultat que l'écureuil ait écorché la branche du bouleau, la sève est sortie. Et la sève s'est mise à couler. Hop! Hé! Une odeur de miel vient de descendre. Pourquoi le point-virgule? Voyez, l'odeur de miel, elle dépend totalement de l'écureuil qui a écorché la branche du bouleau. Et parce qu'il a écorché la branche du bouleau, comme résultat, une odeur de miel vient de descendre. Moi, je la trouve superbe. Je la trouve superbe, cette phrase-là, et c'est pour ça que je l'ai écrite là. Je l'ai écrite là pour une raison tout simplement, c'est que elle a quelque chose de quoi? Quelque chose de imagé.
pendant que je vous dis la phrase, mon Dieu, vous voyez même couler la sève. Vous sentez même l'odeur. Un écureuil a écorché les branches du bouleau, point virgule. Une odeur de miel vient de descendre, point. J'aurais pas aimé mettre un point à la place de point virgule, là, après bouleau. Non, parce que ce qui s'en vient est exactement le résultat de ce qui s'est produit juste avant. Dans ce temps-là, on met un point virgule. Mais vous voyez quand même qu'il y a une subtilité. Quand on dit quelque chose est subtil, c'est que, oh là là, les méninges, travaillons, faisons travailler les méninges. Et les méninges, c'est pas ça, là. Pas les oreilles, ça, là. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour comprendre, pour que les méninges fonctionnent. Mais les méninges, ce sont les qualités intérieures, là, hein? Toutes ces conceptions que nous recevons de nos nerfs. Alors, nous entendons et ça s'en va à l'esprit et nous comprenons. Mais quand nous disons cela, le point-virgule, moi, je vais vous dire, je l'emploie, mais occasionnellement. Si vous n'êtes pas sûr et que ce n'est vraiment pas une conséquence, n'employez pas le point-virgule, mettez le point. Mais si c'est une conséquence de quelque chose qui vient d'arriver, alors à ce moment-là, mettez le point-virgule. Et permettez, pour une dernière fois, un écureuil a écorché les branches du bouleau, point-virgule. Une odeur de miel vient de descendre, point. Et ça, c'est merveilleux, ça c'est un bijou. Un autre petit exemple, ce manuscrit est ancien, point virgule. Celui-ci est beaucoup plus récent. Voyez-vous, on parle d'un manuscrit qui est tout récent, qui vient de sortir. Un manuscrit qui vient tout juste de sortir. Mais un autre manuscrit, il est ancien. Je vais chercher celui-ci, tiens. Il est ancien. Les lectures littéraires. On se souvient des lectures littéraires autrefois. Oh là, je rappelle de bons souvenirs à certaines personnes. Les lectures littéraires où il y avait de magnifiques textes que nous lisions et même que nous apprenions par cœur. Je tombe ici sur la rentrée du troupeau. La semaine prochaine, il est bien possible que je vous fasse lecture de ce texte-là. Que peut-être, et c'est d'Alphonse Daudet. Oh, c'est merveilleux, les contes du lundi d'Alphonse Daudet. Alors, la rentrée du troupeau, on aura l'occasion de parler de tout ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va continuer maintenant avec nos 2 points. Lorsqu'on parle des 2 points, on va aller peut-être à juste quelques exemples pour nous permettre des 2 points. Je vais changer ici, peut-être la virgule, le point-virgule. Vous avez tous les exemples des virgules ici. Vous avez le point-virgule et les 2 points ici. Alors, vous avez ici, aux 2 points, la façon de comprendre l'utilisation de ce que nous appelons 2 points, un par-dessus l'autre, pas un à côté de l'autre. Parce que un à côté de l'autre, il n'y en a pas. Il y en aura 3, ce sont des points de suspension. Ça, ce sera un à côté de l'autre. Mais 2 points, c'est un par-dessus l'autre. Et quand est-ce qu'on emploiera nos 2 points? Tout simplement, lorsque, par exemple, on va annoncer une citation. Lorsqu'on va annoncer une citation, on va employer les 2 points. Pourquoi j'apporte ma petite feuille ici? Tout simplement pour vous donner l'exemple que j'ai utilisé. Et vous allez comprendre en écoutant l'exemple que j'ai utilisé que ce n'est vraiment pas compliqué, la compréhension de notre français quand on y va dans la belle simplicité. Soyons simples. Le français, c'est simple. Dans 85% des cas, parlons de ce 85% et rendons service à tous nos décrocheurs. Rendons service à ceux et celles, ça fait peut-être 30 ans qui ont terminé l'école et qui ont peut-être passé dans l'oubli ces règles que nous avions apprises et souvent que nous n'avions jamais comprises. Alors, nous les comprenons aujourd'hui en sachant le pourquoi de ces choses-là. Alors, une citation, et je prends les paroles ici. Le loup reprit, ou dans la fable de La Fontaine, le loup reprit.
2 points. Ouvrez les guillemets. Ah, tout de suite, on va parler des guillemets. Quand il est question d'une citation, alors, que me faudra-t-il faire? Que me faudra, trait d'union, T, trait d'union, il, faire. Et là, le loup repris, c'est lui qui parle. Alors, le loup commence à parler. Que me faudra-t-il faire? Et comme il a terminé, je vais poser les guillemets et je vais les refermer. J'ouvre les guillemets. Que me faudra-t-il faire? Les paroles de quelqu'un ou de l'animal que nous avons personnifié. Personnifié. Alors, si on personnifie un animal, on va le faire parler. Ça, c'était l'habitude d'utiliser des expressions comme ça. Et La Fontaine était toujours très fort dans ça. Alors, le loup reprit. Dans une autre circonstance, une énumération. On va énumérer. On va, à ce moment-là, on va dire 2 points. 2 points, naître. Regardez si c'est beau, ça. Belle idée à part de ça. Regardez, naître, souffrir, virgule, mourir. 2 points. Naître, souffrir, mourir, 2 points. Voilà notre histoire en 3 mots. Voilà notre histoire en 3 mots. Point. Tout simplement. Naître, souffrir, mourir. Naître avec une majuscule, vous voyez ici la majuscule. Naître, virgule, souffrir, mourir, 2 points. Une énumération. Nous avons énuméré 2 points. Voilà notre histoire en 3 mots. Souvenez, je parle à des personnes de 50 ans peut-être, 50 ans, 50, 40, 50, 60 ans. Souvenez, autrefois, nous parlions et nous donnions le petit exemple suivant. Il y a 3 vertus théologales. 2 points. La foi, virgule, l'espérance et la charité. Point. Aujourd'hui, on n'en parle pas tellement de ces exemples-là dans nos livres. Non, on a éliminé ça, mais moi je me permets de les citer, parce que c'était vraiment le bel exemple des 3 points, des 2 points. Il y a 3 vertus théologales, les vertus vraiment essentielles. C'était la foi, virgule, l'espérance et, regardez, il n'y a pas de virgule ici, et la charité, point. Là, l'idée était terminée, point à la fin. Et le 2 points, quand on énonçait foi, espérance, charité. Alors, on avait 2 points dans ces circonstances-là. On a un autre exemple aussi où il est question de 2 points. On va le dire très vite. On va dire tout simplement dans une justification. Quand on veut se justifier, on va dire, par exemple, laissez les sots, laissez dire les sots, les gens pas trop brillants, là, ceux qui ne sont pas trop, qui n'utilisent pas trop leur matière grise, là, et c'est pas toujours les sots qu'on connaît. Non, il y en a d'autres sortes aussi, qui souvent passent inaperçus. Laissez dire les sots, 2 points, le savoir a son prix. Le savoir a son prix. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on dit? Laissez dire les sots. Et on se justifie en disant, en ayant dit ça, on se justifie en disant, le savoir a son prix. Le savoir, c'est ceux qui le connaissent, ceux qui savent, ceux qui sont au courant, ceux qui ont appris. Tandis que les sots, ce sont ceux qui sont ignorants, ceux qui ignorent. Faisons bien attention. Des ignorants, ce ne sont pas nécessairement des gens qu'il faut éliminer ou qu'il faut attaquer. Ben, pas du tout. Et là, disons, tout juste un petit détail, je disais autrefois, et je faisais exprès, souvent, il y avait des parents qui venaient avec leurs enfants et qui venaient pour prendre des cours privés. Et quand ils arrivaient, je leur disais, est-ce que tu sais tout, toi, ce qu'il faut là, dans ton programme de français de 6e ou de secondaire, etc. Ils me disaient, à peu près, oui, mais j'ai de la misère dans certaines choses. Alors là, je lui disais, alors, ça veut dire que tu es ignorant. Et là,
La maman me regardait en voulant dire, « Monsieur, si vous voulez venir insulter mon enfant, il est intelligent, mon enfant. » Et elle se disait ça. Et en la regardant, les yeux vifs, oh, c'était presque des glaives. Si c'eût été des glaives, il m'aurait frappé le cœur directement. Mais non, je disais, tu es ignorant de certaines choses. Je vais te dire ceci, 15 fois 15, ça donne combien? Il me répondait, je ne sais pas. Alors je disais, tu es ignorant. Et là, la maman était malheureuse. Et je disais maintenant, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. 15 fois 15, c'est 225. Correct? Il dit oui. Alors, je lui reposais maintenant la question. Je vais te poser une question maintenant. 15 fois 15, ça donne combien? Il me répondait 225. Je disais, tu es savant. Pourquoi? Parce que tu sais maintenant. Un savant, c'est quelqu'un qui sait. Alors, quand quelqu'un est savant, c'est parce qu'il sait, tout simplement. Et quand quelqu'un est ignorant, c'est parce qu'il ignore. C'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est qu'il ignore. Le moment où vous allez lui dire, il va devenir savant, parce qu'il le sait. Alors, on agit exactement de la même façon avec la ponctuation. La ponctuation, tant qu'on ne la sait pas, tant qu'on ne sait pas comment l'utiliser, nous sommes ignorants, c'est que nous ignorons. Mais le moment où on le sait et qu'on lit avec beaucoup de facilité ces exemples-là, bien, on se dit à ce moment-là, nous devenons des savants. Alors, comment faire pour devenir un savant? Simplement à lire tranquillement des exemples qui sont tout à fait simples et qui vous permettent quoi? De vous tirer d'embarras. Alors, les 2 points, vous voyez tout de suite, petit exemple, là, pas compliqué du tout. On arrive avec ce qu'on appelle le point d'interrogation, et là, je vais peut-être aller plus vite. Point d'interrogation, c'est quand on pose une question. Si vous questionnez quelqu'un, vous allez avoir ce qu'on va appeler le point d'interrogation. Une interrogation qui va être directe, par exemple. Ah, voyez-vous, j'ajoute encore de l'information. Alors, de l'information, et je m'en retourne à mon tableau d'abord, parce que je viens de parler d'interrogation directe. Ça veut dire qu'il y en a une qui n'est pas directe. Alors, allons au tableau pour ça. Et on va aller dire tout de suite ceci. Une interrogation directe, par exemple, je vais dire ceci. Où demeures-tu? Point d'interrogation. Où demeures-tu? Je pose la question de manière directe, alors je pose une interrogation directe. Et je lui réponds, je demeure à Repentigny. Donc, quand je dis où demeures-tu, je pose une question. Et c'est une question directe. Où demeures-tu? Toi, dis-moi où tu demeures. Et je lui réponds, Repentigny. Ça va, ça? Mais si je veux faire une interrogation indirecte maintenant, qu'est-ce que je vais faire en employant l'interrogation indirecte? Je te demande où tu demeures. Point. Et remarquez, à ce moment-là, je vais employer le point. Je te demande où tu demeures. Point. Il n'y a pas d'interrogation directe à ce moment-là. Je te demande où tu demeures. Bien, je ne pose pas une question. Oui, j'en pose une question. C'est une question que je pose, mais c'est une question qui est posée de manière indirecte. Mais moi, je lui demande où il demeure. Je lui demande où il demeure. C'est une interrogation indirecte. Mais si je dis « Où demeure-t-il », ça, c'est une interrogation directe. Encore là, du secondaire 2, secondaire 3, les interrogations directes et indirectes. Je viens de les glisser en passant. Alors, tout ça pour nous dire que c'est facile à condition que nous y allions. Si nous avons l'exclamation, l'exclamation, nous nous exclamons. Ah! Quels bons élèves vous êtes! Quels élèves appliqués je retrouve derrière la caméra ou derrière dans votre salon? Dans votre salon. Quels élèves appliqués! Point d'exclamation. Quel beau spectacle que de voir cette province améliorer son français. Point d'exclamation. Toujours une exclamation très, très simple. Point de suspension, c'est quand, à un moment donné, on veut pas trop dire la chose. On va dire, par exemple, quant à vous, point, mais je vous le dirai demain. Quant à vous, la réponse, point suspensif. Point de suspension, je vous le dirai demain, point.
Ça, c'est un point de suspension. Je n'ai pas dit exactement ce que je voulais dire. Et un autre exemple, mais... Oh, il me semble que... Point de suspension. Tenez, monsieur, nous allons faire une chose. Point de suspension. Alors, on ne dit pas exactement ce qu'on veut dire. Point de suspension. Tout aussi simple que ça. Il y a également les parenthèses qui vont servir à isoler au milieu d'une phrase des mots qui ne sont pas nécessaires. Bon, et les guillemets, on l'a dit tantôt, et les tirets, c'est pour changer l'interlocuteur. Alors, changer l'interlocuteur, quand on avait, par exemple, autrefois, les fables de La Fontaine, et on disait dans les fables de La Fontaine, le loup et le chien. Et le loup et le chien, le loup parlait, qu'est-ce là, lui dit-il. L'autre lui répondait avec un tiret, rien. Quoi, rien? Point d'interrogation, tiret, peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Point d'interrogation. Et avec un tiret, attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez. Ah, 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 ils l'ont perdu de vue. Hein? Ah, c'est un petit peu ça. La ponctuation, vous avez dans votre cahier d'exercice une belle grande page où vous avez à appliquer toute cette ponctuation-là. Je vous invite à le faire avec beaucoup de simplicité. Et en terminant, je vais terminer avec ma petite phrase traditionnelle. La seule place où l'on commence par en haut, c'est en creusant un trou. La seule place où l'on commence par en haut, c'est en creusant un trou. Ce qui veut dire qu'on ne commence pas par en haut de l'échelle, on commence par le bas de l'échelle. À la prochaine. Bonjour.